Alors les gars, commençons un autre merveilleux manoir. Séoul, capitale de la Corée du Sud, en 2021. Nous avons une belle journée, très ensoleillée, et nous pouvons apercevoir 5 étudiants dans une ruelle. Mais pour être plus précis, c'est 4 personnes contre une. Et nous voyons un garçon studieux tenant son bloc-notes, disant à l'intimidateur, son camarade de classe, de dire ce qu'il veut, parce qu'il ne veut pas être en retard en classe. Et avec un air de supériorité, il ne regarde même pas le visage du tyran, et déjà assez irrité par son visage, le nerveux dit: Quoi de neuf, Jamin? D'où Jamin est le nom du visage qui tient un bloc-notes, et nous allons l'appeler Jamin. Jamin dit à l'intimidateur que s'il n'a rien à dire, il s'en va. Et tous les amis de l'intimidateur se mettent à rire au nez, disant que l'intimidateur avec la banane a été complètement ignoré. Après avoir été beaucoup taquiné par ses collègues, il devient très en colère et crie après Jamin, le traitant de merde, lui disant d'arrêter tout de suite. Maudire Jamin comme le fils d'une bonne mère. Le gars prépare un coup de poing et se précipite dans le dos de Jamin. Jamin, ressemblant à un protagoniste, ferme son cahier sans se retourner et donne un coup de pied à Richard à la tête, lui faisant perdre l'équilibre et tomber, sans remarquer la plaque d'immatriculation du camion qui l'a heurté. Richard est au sol, luttant avec son corps pour ne pas être éteint. Est-ce qu'il arrive avec ce coup de pied qu'il s'éteigne ou qu'il ne s'éteigne pas? Je l'aurais supprimé. Jamin, avec l'air d'un protagoniste, a une apparence supérieure à Richard. Mais Richard est bon au combat, et il ne s'est même pas évanoui, et il se lève en maudissant Jamin. Jamin, avec dédain, sait qu'il battra Richard dans cette dispute. Jamin dit qu'il s'en fiche si Richard veut être un tyran, mais ne plaisante pas avec lui. Et Jamin complète l'avertissement en disant que sa vie est déjà assez difficile sans la présence de l'intimidateur. Le tyran, toujours au sol, regarde Jamin droit dans les yeux, et lui dit de ne pas faire semblant d'être si fort, et lui dit qu'à partir de maintenant, il est vraiment foutu. Et Jamin, la main sur la hanche, le regarde avec un visage dédaigneux et dit « Vraiment ?» Mais Jamin est très naïf, comme vous pouvez le voir, et a oublié qu'il y a d'autres personnes dans le combat, et il est si fort touché à l'arrière de la tête qu'il a l'impression que son âme va quitter son corps. Et le gars, avec une batte de baseball, se moque du visage de Jamin et demande si Jamin pensait qu'ils étaient là juste pour la décoration. Jamin, après cela, commence à transpirer des gouttes de ketchup, ou le ketchup sort de son nez. À ce moment-là, l'intimidateur commence à sourire, alors que Jamin est à ses pieds. Et il demande si le coup que Jamin a reçu lui a fait mal. L'intimidateur dit qu'il parie que le coup que Jamin a reçu a fait très mal, et dit que Jamin n'a été touché que parce qu'il s'exhibe à l'école et qu'à partir de maintenant, il montrera la place de Jamin à l'école. Jamin, très en colère, lui dit « Va te faire foutre ». Richard regarde Jamin droit dans les yeux et dit « Est-ce que tu salaud, tu veux continuer à te faire battre ?» Richard, avec un sourire sur son visage, dit qu'il veut voir combien de temps Jamin peut tenir et dit à ses amis d'en finir avec Jamin. Honnêtement, je ne sais pas comment les amis de Richard vont se retrouver avec Jamin parce qu'ils n'ont pas Dieu, ou parce qu'ils voulaient économiser sur la peinture. Et une belle séance de fessées commence. Soudain, Richard aperçoit une lumière devant lui, mais il pense qu'il imagine des choses. Quand, tout à coup, plusieurs orbes lumineux commencent à apparaître près de Richard, et il se demande ce que cela pourrait être. Richard regarde autour de lui, et voit d'autres sphères blanches apparaître. Pendant ce temps, la séance de massage gratuite continue d'avoir lieu. Les masseuses ne remarquent pas ce qui se passe. Cependant, Richard voit que quelque chose ne va pas, car il y a beaucoup de lumière brillante et elle brille tellement au point que Richard met sa main devant son visage pour ne pas voir cette lumière. Soudain, il s'arrête, car l'un a vu quelque chose clignoter, un autre n'a rien vu, et un autre demande à Richard ce que c'était. Richard répond en disant qu'il ne sait rien. La seule chose qu'il a vue était un flash, et cela lui a fait très peur. Tombant au sol, Jamin continue avec un regard féroce. Cependant, Richard pense qu'il est toujours cool et souhaite continuer la séance de massage. Marchant affectueusement sur la tête de Jamin, Richard dit à Jamin de rester au sol, et ce n'est qu'après cela que Richard eut un visage heureux. Soudain, un inconnu apparaît à côté de Richard et lui dit « Intéressant, ça fait 20 ans et rien n'a changé ici. » Richard est choqué par un inconnu qui surgit de nulle part à côté de lui, et l'étranger commence à analyser Richard, disant que les uniformes n'ont pas changé du tout. Richard, ne comprenant rien, demande « Qui es-tu, clochard ?» Et l'étranger demande « Clochard? Que veux-tu dire ?» L'inconnu sorti de nulle part continue de parler « C'est comme ça que des petits morveux flegmatiques, comme vous parlent, à vos aînés ?» Jamin commence à regarder toute cette scène sans comprendre ce qui se passe. L'étranger qui est apparu de nulle part est maintenant moins en colère et dit qu'ils viennent de faire une erreur, alors il pardonnera ce qu'ils viennent de dire. Mais Richard dit à l'étranger sorti de nulle part « Et peu importe que tu sois notre vétéran », Richard, essayant d'intimider l'étranger apparu, lui dit de prendre soin de lui et continue de marcher. Et il ne sait pas pourquoi un clochard se mêle de cette affaire. Richard demande à l'étranger sorti de nulle part s'il essaie de se faire tabasser par les étudiants de première année. Richard dit à l'étranger sorti de nulle part de se perdre, sinon il lui montrera sa place.
Soudain, l'inconnu sorti de nulle part demande si tous les enfants d'aujourd'hui sont comme lui, sans éducation. Et l'étranger en dit plus, il dit qu'il ne devrait pas parler ainsi à un ancien combattant. Richard, en même temps, dit qu'il est plein de merde et lui dit de partir avant de le tuer. Après cela, Richard frappe l'étranger qui est apparu de nulle part dans la poitrine. Cependant, le coup de poing n'eut aucun effet et la main de Richard resta toujours sur la poitrine de l'inconnu. Cela met très en colère l'étranger apparu de nulle part. Et il attrape le bras de Richard et dit que s'il continue à être un connard, il va se casser le bras. Richard se libère des mains de l'inconnu et lui demande s'il a perdu la tête. L'étranger sorti de nulle part est notre protagoniste. Jamin, c'est juste un punching ball, pas le protagoniste. Et avec une grande brutalité, Richard s'avance vers l'inconnu en lui disant qu'il va le tabasser et le laisser tout bleu. Richard donne un coup de poing direct à l'étranger, mais l'étranger est très fort et très doué pour se battre et esquiver sans aucune difficulté. Richard ne comprend pas comment il s'est retrouvé dans un tel vide. Et l'étranger dit à Richard qu'il aurait dû s'arrêter pendant qu'il se reposait, et dit également à Richard qu'il devrait traiter son vétéran comme s'il était un dieu. Richard regarde ça, tu dois penser, cet inconnu a un problème avec la tête. Ensuite, l'étranger regarde Richard et dit qu'il doit être du genre à n'apprendre qu'à partir de zéro. Ensuite, l'inconnu fait un geste avec ses mains et se met à parler une langue que les autres ne comprennent pas. Tout le monde regarde le protagoniste fou lever les mains et faire des gestes étranges avec ses doigts. Après cela, l'inconnu continue de claquer des doigts, passer vos doigts d'un côté à l'autre et rien ne se passe. Et tout le monde se demande ce que fait ce fou. L'étranger, qui n'a pas encore prononcé son nom, regarde sa main et dit que le sort ne fonctionne pas. Et Richard s'exclame « Oh, vraiment? Ça n'a pas marché? Pourquoi tout est-il si ridicule ces jours-ci, hein ?» Richard dit à l'étranger de ne pas agir comme s'il était n'importe quoi dans cette vie, puisqu'il n'est qu'une merde. Et l'étranger est là, claquant du doigt dans un sens, claquant du doigt dans l'autre, dans le vide complet. Et bien sûr, tout le monde pensait déjà qu'il était attardé, un énorme attardé. L'étranger cessa de claquer des doigts, regarda sur le côté, vit que cela ne servait à rien d'utiliser la magie et que ses étudiants le traitaient d'arriéré. Alors l'inconnu dit qu'il n'a pas le choix, puisqu'il n'a pas de magie, il se lance dans une attaque physique. Ainsi, l'inconnu prépare un film suprême. Richard se demandait ce que faisait ce fou, quand soudain, il prit un énorme coup et s'envola comme une merde. Richard vole plusieurs mètres et s'écrase sur le béton, brisant le béton avec son corps. Jamin, qui ne sert à rien, reste bouche bée, tout comme les figurants, les assistants de Richard. Après une secousse suprême, Richard s'endormit heureux. Et l'inconnu, les doigts fumants et le sourire aux lèvres, prépare le nouveau film suprême et demande qui sera le prochain. Jamin tremble face à ce qu'il a vu. Un peu plus tard, on nous montre que le film suprême a également été distribué aux autres et que les 3 autres figurants ont été évanouis sur le sol. Richard continue de dormir. Et Jamin est très surpris par la force de l'étranger, car il les a achevés tous les 4 d'un seul doigt. Et l'inconnu est tout sourire, car il a donné une leçon douloureuse à ces idiots. Et Jamin, qui n'a jamais vu un fou aussi fou, se demande qui est cet étrange fou. Mais, humblement, Jamin le remercie pour son aide. Et notre protagoniste dit que ce n'était rien. Une fois que tout s'est calmé, l'étranger commence à analyser Jamin. Et Jamin, comme tout bon punching ball, dit que ça va, sa tête est très résistante. Et l'étranger dit que c'est pas ça, qu'il s'en fiche de la tête de Jamin. L'étranger dit qu'il veut savoir quelle est la date d'aujourd'hui. Et Jamin est surpris par la question. Et l'étranger demande encore « Quelle est la date d'aujourd'hui ?» Jamin dit que nous sommes aujourd'hui 10 heures du mois de septembre. Et l'inconnu insiste et demande « En quelle année ?» À partir de 2021, bien sûr. En entendant cette réponse, le protagoniste est très étonné et dit à Jamin qu'il a été convoqué en 2016, donc cela devrait être vers 2036, puisque j'ai été là depuis 20 ans. L'étranger, sans savoir ce qui s'est passé, fait le calcul, car cela ne fait que 5 ans ici sur Terre, et il a vécu 20 ans sur la planète Alphen. Le protagoniste s'exclame « C'est mieux ainsi ». Et Jamin ne comprend pas pourquoi il dit ça. L'étranger dit au revoir à Jamin en disant « Je te l'avais dit, je suis parti, je pars, au revoir ». L'étranger donne un avertissement à Jamin et lui dit de ne plus se laisser battre à partir de maintenant. Jamin, voyant l'étranger partir, se demande « Qu'est-ce qu'il fout ?» Et l'étranger est là, claquant des doigts et essayant de quitter cet endroit. Jamin, voyant cela, se demande « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» L'inconnu, en plus de claquer des doigts, ne cesse désormais de répéter « Téléportez-vous, téléportez-vous ». Mais pas de téléportation. Jamin, en regardant cela, se dit que cet inconnu ressemble plus à un fou qu'à un redoublant. Soudain, l'inconnu arrête de claquer des doigts et regarde Jamin. Jamin a la chair de poule. Jamin n'arrête pas de penser « Pourquoi l'étranger revient-il » Cette personne est très étrange et elle s'approche à nouveau de moi. En arrivant près de Jamin, l'étranger demande quel est son nom.
et Jaemin se présente. Je m'appelle Do Jaemin, tu peux m'appeler Jaemin. Ensuite, le protagoniste dit Hé Jaemin, puisque je t'ai sauvé, pourrais-tu me prêter de l'argent? Et Jaemin n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. L'étrange étudiant dit qu'il est revenu trop tôt et qu'il ne peut matérialiser aucune magie à cet endroit. Jaemin pense qu'il s'est trompé, car il vient de s'impliquer avec un animal très étrange. C'est à ce moment-là que le protagoniste commence à raconter son histoire. Il dit qu'il était dans un monde très différent et qu'il venait d'être téléporté sur Terre. Et l'étranger continue son explication disant qu'il a eu une sorte de problème avec le système de gestion du mana pendant le processus de retour sur Terre. Et il conclut que si le procédé avait fonctionné, il aurait été téléporté devant sa maison. L'étranger explique qu'il ne peut lancer aucune magie à cet endroit. Jaemin, très intelligent, envoie le message et demande de combien d'argent a-t-il besoin. Et le protagoniste dit qu'il a besoin de 2 0 won. Jaemin était stupide, il n'avait qu'une facture de 5 0 et l'étranger a pris la facture de 5 0. Et aussi, il a pris le numéro de téléphone de Jaemin. L'étranger pense à quel point Jaemin est cool et lui assure qu'il remboursera ce qu'il doit, car il a même pris le numéro de téléphone pour rendre l'argent. Le protagoniste regarde son reflet dans le verre et se rend compte que cela ne fait que 5 ans ici sur Terre. Et il trouve que c'est une bonne chose, car peu de temps s'est écoulé et il espère que sa famille le reconnaîtra. En faisant ses calculs de roi des mathématiques, il se rend compte qu'il a 24 ans, mais ses parents ont probablement environ 50 ans. Et soit sa petite sœur doit avoir environ 7 ans maintenant. La scène se transforme en une station de métro. Alors qu'il s'approche de la gare, l'inconnu aperçoit de nombreux militaires et se demande si un accident n'a pas eu lieu à l'intérieur de la station de métro. Ne parvenant pas à conclure, le protagoniste aperçoit 2 étudiants passer et décide de leur poser quelques questions. Il demande ce que font les soldats devant la station de métro. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là, bas? Les filles, ne comprenant pas la question, se regardent avec étonnement. Et, se moquant de l'inconnu, ils répondent qu'il est normal que des soldats protègent l'entrée du donjon et lui demandent s'il était dans le coma pendant tout ce temps. L'inconnu, au visage pastel, ne comprend pas la réponse et se demande de quoi il parle. L'inconnu se rend compte qu'il ne peut pas prendre le métro et compte prendre un taxi. Cependant, en marchant encore un pâté de maison, il aperçoit une autre station de métro, où il n'y a pas de soldats devant. Il décide donc de descendre à la station de métro, chaussé de ses bottes de femme très chic, et je pense que ces bottes sont féminines. L'inconnu trouve la station de métro verrouillée avec un cadenas et ne comprend pas ce qui se passe, car il fait jour, la station de métro devrait être ouverte. Et cela amène le protagoniste à devenir plus méfiant, car il pense qu'il y a eu un accident dans la station de métro. Cependant, par coïncidence du scénario, ou du pouvoir du protagoniste, la clé de l'entrée du métro se trouve juste à côté. Et bien sûr, le protagoniste n'allait pas laisser passer celui-ci, n'est-ce pas? Soit la clé est apparue de nulle part à côté du protagoniste, soit quelqu'un a couru vers la salle de bain et y a laissé la clé. Des bottes style féminin et nous nous dirigeons vers la station de métro. L'inconnu s'aperçoit que le métro est complètement vide, que personne ne travaille. Le protagoniste observe qu'ils ont fermé toute la station de métro. L'étranger pense qu'il n'aurait pas dû entrer et essaie de quitter la station de métro et reçoit une alerte l'informant qu'il est entré dans un donjon. Soudain, les yeux du protagoniste s'écarquillent, alors qu'un panneau système apparaît devant lui. L'inconnu, très curieux, se demande ce que cela doit être et se souvient des filles, lorsqu'elles lui disaient qu'il était normal que des soldats soient à l'entrée du donjon pour le protéger. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa qu'il était entré dans un donjon. Et le protagoniste reçoit une autre annonce du système, indiquant que ce donjon est déjà terminé, donc des monstres de base seront invoqués. Et il se demande, des monstres dans le métro? Qu'est-il arrivé à la Terre au cours des 5 dernières années? Ensuite, l'inconnu tente de revenir, mais le donjon est déjà bloqué. Il n'y a que 2 façons de quitter le donjon, avec une pierre spéciale de sortie du donjon, et avec la pierre de retour à la fin de celle-ci. Après avoir touché la porte, le protagoniste reçoit un message du système, lui indiquant qu'il n'a pas de pierre de retour. Ainsi, il comprend qu'il a commis une grosse erreur, et sait que s'il veut sortir de là, il devra vider tout ce donjon pour trouver la pierre de retour. Alors, comme il n'y a pas d'autre moyen, le protagoniste regarde à l'intérieur du donjon et c'est parti, c'est vrai. L'étranger regarde dans le noir et pense que c'est son imagination, mais il semble que les monstres vont apparaître de nulle part. Les griffes commencent à se diriger vers le protagoniste et il se rend vite compte que quelque chose vient vers lui. Soudain, un chien-loup apparaît, une chose très féroce, qui vient le chasser. L'étranger, par pur instinct, évite. Cependant, ce loup aux grandes oreilles continue de grogner contre lui. Le protagoniste essaie d'utiliser la magie de restriction, mais il échoue. Et le chien aux grandes oreilles, profitant de cela, fait un bond féroce sur le protagoniste. Le protagoniste semble n'avoir pas appris, même sans magie, il essaie de lancer un autre sort et est obligé d'esquiver à nouveau.
Ce n'est qu'alors que le protagoniste, debout devant le chien aux grandes oreilles, décide d'examiner correctement l'animal et est étonné. Le protagoniste, dont on ne connaît toujours pas le nom, regarde le monstre de plus près et reconnaît le chien aux longues oreilles comme un Drabet. Drabet, plein de fureur, saute sur l'inconnu pour la 3e fois. Pendant ce temps, l'étrange protagoniste se demande pourquoi une créature qui devrait être sur Elfen est-elle ici sur Terre. Soudain, le protagoniste regarde sur le côté et, miraculeusement, il y a là un tout nouveau pied de biche qui n'attend que lui. Esquivant une fois de plus l'attaque de Drabet, il attrape son pied de biche. Maintenant oui, le désordre est devenu fou. Le protagoniste est armé d'un pied de biche contre le chien aux grandes oreilles. Et il ne pense qu'à une chose, tuer ce foutu chien aux grandes oreilles, et le chien, assoiffé de sang, se jette à nouveau sur le protagoniste. Seulement cette fois, l'inconnu est armé. Et avec son pied de biche, il perce le crâne de Drabet. L'inconnu a l'air très satisfait, éclaboussé du sang du Drabet. Le protagoniste dit qu'il ne peut pas matérialiser la magie, mais un Drabet n'est rien pour lui. Mais cela ne s'arrête pas là, de nouvelles pattes sortent de l'ombre. Et l'inconnu se retourne rapidement pour voir qui arrive. Puis, encore une fois, préparez-vous au combat. Seulement cette fois, c'est pas un Drabet, mais 4. Mais pour le protagoniste, ce n'est que du plaisir, car les Drabets ne sont pas du tout menaçants. Le protagoniste pense « S'il ne s'agit que de Drabet, je peux m'en occuper très facilement. Désormais, si un monstre plus fort apparaît, les choses pourraient alors changer un peu. » Après avoir tué le dernier des 4 Drabet, l'étranger est monté de niveau. Et il est très surpris par la nouvelle. Et on nous montre la fenêtre d'état du protagoniste. Et Prota se rend compte qu'il est revenu au niveau 1. Le protagoniste a régressé du niveau 99 au niveau 1. Cependant, sa force, sa dextérité, sa vitalité, son intelligence, tout reste comme avant. Vos attributs de base n'ont pas été réinitialisés. Et certainement, le protagoniste sera bien plus fort qu'il ne l'était avant son retour. Et maintenant, en tant que débutant, l'étranger sait qu'il lui reste une longue ascension à parcourir. Et autre chose, il se rend compte que sa compétence de nécromancien a été maintenue. Par conséquent, il a apporté ses compétences de nécromancien sur Terre. C'est un petit progrès, vous avez atteint le niveau 0, avez tué 5 shots et êtes maintenant au niveau 1. Le protagoniste en profitera pour passer au niveau supérieur, alors que ces monstres de la planète Alphen se promènent dans Séoul. Le protagoniste continue de regarder sa fenêtre de statut, essayant de deviner ce qu'est ce transfert devant sa classe de nécromancien. Mais je vous ai déjà dit ce que c'est, il a amené sa classe de nécromancien de la planète Alphen. Mais quelque chose d'encore plus volé s'est produit. En échange du passage du niveau 99 au niveau 1, des points de statut et des compétences ont été créés. Et le protagoniste a accumulé 99 points de contribution qu'il n'a pas encore utilisés. Autrement dit, c'est comme ces jeux où l'on renaît et où l'on devient plus fort pour remonter de niveau. Prota a reçu un kit de hack complet, des compétences transférées, une boîte combo d'invocation et enfin un magasin de succès. Puisqu'il ne sait pas ce que c'est, fouillons un peu pour voir ce que c'est. Et on nous montre la liste déroulante qui ressemble beaucoup à cette combinaison de Minecraft. Ensuite, le protagoniste ouvre la boutique de succès et constate qu'il a 5 points de succès. Cette boutique n'existait pas pour lui à Alphen, et cette boutique en ligne est vraiment cool. Le protagoniste commence à décider quelles sont ses priorités et sait que l'acquisition de compétences est sa plus grande priorité. Le protagoniste sait que s'il veut trouver la pierre de retour, il a besoin de la compétence de quête. Et pour affronter les monstres, il a besoin de la capacité de détecter et d'invoquer un guerrier squelette. Tout cela suffit. Chaque compétence coûte 10 points, et il n'a que 5 points de réussite, donc chaque animal qu'il tue donne un point de réussite. Le moyen est donc de tuer tout ce qui se présente à vous, et avec cela, de collecter des points pour acheter ses premières compétences. Mais d'abord, le protagoniste décide de distribuer les points dont il dispose. Puisqu'il a 99 points, distribuons-les. Le protagoniste décide de répartir ses points entre les statistiques de survie de base, car il n'a pas encore de classe. Ainsi, les 99 points ont été distribués. En même temps, il ressent un changement radical dans son corps. Et le protagoniste est impressionné par la force dont il dispose désormais et prend plusieurs tranches dans les airs. Ce pied de biche sera très utile. Le protagoniste est impatient de détruire les monstres avec son pied de biche. L'étranger a un objectif clair, tuer les monstres pour obtenir des points de réussite, et sa première compétence à choisir est la compétence de recherche, car, avec elle, il peut trouver la pierre de retour. Alors commençons à tuer Drabet pour acheter des compétences. Avec ses bottes stylées, un modèle féminin, le protagoniste s'avance vers le Drabet. Mais les Drabet sont également très audacieux et attaquent le protagoniste. Et bien sûr, le protagoniste remerciera ses amis Drabetes d'être volontairement morts. Finissant son dernier draft, le protagoniste se sent un peu fatigué et passe désormais au niveau 3. Le protagoniste pense que ces animaux ne cesseront pas d'apparaître, mais il va bien les tuer tous. Juste un peu fatigué, plus d'une vingtaine de Drabet ont disparu.
Il achète donc les compétences de recherche et de détection et commence immédiatement à les utiliser pour tenter de retrouver la pierre de retour. Le protagoniste est déçu, car il n'y a pas de pierre tournante à proximité. Il sait que le seul endroit qui reste est le rez-de-chaussée du métro. En regardant en bas des escaliers, il voit plusieurs chiots aux oreilles pointues et il sait qu'il doit y descendre s'il veut trouver la pierre de retour. Ainsi, le protagoniste sait qu'il ne peut pas les affronter seul, tant ils sont nombreux. Alors, avec un visage souriant, notre nécromancien décide de montrer quel est son vrai style. Et il achète le livre de compétences d'invocation de soldats squelettes. Le protagoniste peut commander jusqu'à 9 soldats. Pour invoquer un soldat squelette, il a besoin d'un corps, donc chaque corps de Drabet peut devenir un soldat squelette. Et maintenant, le concepteur a oublié qu'il avait mis 10 points de mana et 9 de contrôle, et a décidé d'en mettre 5 dans chacun. Après cela, le protagoniste regarde les corps des morts Drabet et utilise la célèbre phrase de chaque invocateur. Lève-toi. Rien de tel qu'un nécromancien étant un nécromancien, alors le protagoniste commence à sourire, car il sait que maintenant, ce ne sera plus seulement lui, ce sera lui et 5 autres. Alors c'est parti pour la première chasse avec vos soldats squelettes. Le protagoniste ordonne aux squelettes d'avancer, et il les suit, utilisant ces squelettes comme boucliers. Et Drabet tombe dans le piège du protagoniste et saute sur le premier squelette pour le détruire. Cependant, les squelettes sont de niveau 1 et ont du mal à affronter les Drabet. Le protagoniste observe à quel point les Drabet trouvent facile de détruire leur squelette, mais il n'a besoin que de leur squelette pour lui servir de bouclier, car il fera le reste. Le protagoniste a affronté ces Drabet à plusieurs reprises et sait que sa première attaque est la plus meurtrière. Ainsi, après la première attaque du Drabet, le protagoniste utilise l'ouverture pour en tuer facilement 2 à la fois. Et donc il utilise ses 2 corps pour invoquer 2 nouveaux squelettes. Il possède donc 6 squelettes, dont un manchot. Regardez, le manchot est là, bas. Comme les chiots ne réfléchissent pas, ils attaquent les squelettes. Après cela, le protagoniste utilise cette tactique déjà connue. Il utilise ses squelettes pour bloquer la première attaque des Drabet, puis entre en les tuant tous, puis invoque à nouveau d'autres squelettes. Il ne peut pas perdre, car c'est très efficace, il a déjà 9 squelettes. Maintenant qu'il a tué tous les Drabet, il utilise sa capacité à rechercher la pierre de retour et la localise très près de lui. La scène change à la sortie de ce donjon et on voit un gars revenir des toilettes. C'est le garde qui a oublié la clé pour que le protagoniste puisse l'obtenir. Rien de tel qu'une merde d'une demi-heure, le figurant merdique observe que la serrure de la porte du donjon est ouverte et devient désespéré, se demandant ce qui s'est passé, et arrive à la conclusion qu'un civil est entré dans le donjon. Et ce connard sait que ça va être mauvais pour lui, parce qu'il n'a pas rempli son devoir, il a quitté la porte du donjon. Cette merde commence à appeler ses supérieurs pour demander de l'aide, quand tout à coup, le portail de retour du donjon commence à s'ouvrir, et cette merde est effrayée par le protagoniste qui sort du portail. Sans savoir ce qui se passe, le protagoniste commence à se diriger vers la merde. Et le connard demande s'il est un éveillé. Le protagoniste dit qu'il ne sait pas ce qu'est un éveillé. Dis ton nom à cette merde, ouvre la porte et part. La scène se transforme en une ruelle, à la sortie d'un autre donjon, et on voit une personne avec un sac rempli de pierres de sang. Et il dit que le butin d'aujourd'hui était très bon puisqu'il s'est introduit clandestinement dans un donjon. Cet aventurier sait qu'il doit s'inscrire puis entrer dans un donjon, car les guildes qui possèdent des donjons facturent des frais très élevés. Par conséquent, il pense qu'il est très intelligent, car il entre dans le donjon de son choix sans s'inscrire et vend ensuite les pierres de sang au marché noir. Et ces pierres de sang valant 4 fois leur valeur sur le marché noir. Et cet aventurier, dont le nom n'a pas été cité, dit que seul un idiot vend des pierres sur le marché normal. Soudain, il entend une voix le traitant de putain de rat. La personne demande combien elle a volé en faisant cela. C'est une femme qui lui parle, mais elle est dans le noir et il ne la voit pas. Et il demande « Qui es-tu » Et une belle femme apparaît et demande « Veux-tu savoir qui je suis ?» Une très belle rousse apparaît et dit qu'elle est la faucheuse venue l'emmener à la mort. Quel dessin bien fait, hein? Cette femme est la capitaine de l'équipe Scarlet Bird, Lee Yvonne. Je vais l'appeler Yvonne pour que ce soit plus facile. Yvonne, belle et délicieuse, demande à l'aventurier comment il ose voler des pierres à sa guilde. Cet aventurier reconnaît Yvonne et dit qu'il sait qu'elle est de la guilde Varin. Le petit voleur dit qu'Yvonne est une mégère qui adore tuer, et Yvonne dit au voleur, comme il la connaît, il vaut mieux venir sans résister et venir tranquillement. Mais un voleur qui est un voleur aime toujours courir, non? Alors, il prépare un sort à lancer sur Yvonne, il dit qu'il n'est pas idiot de rester sans se battre, et lui lance plusieurs pics de glace. Yvonne ne perd même pas sa beauté et peut esquiver très facilement. Le voleur, très lâche, est déjà au coin de la rue et s'enfuit. Mais Yvonne est une femme monstrueuse et hyper rapide, et elle dit au petit voleur « Si tu veux mourir, alors meurs !» Et il passe le feu au voleur, le coupant, et Yvonne dit au mourant
Tu aurais dû venir quand je t'ai dit de venir tranquillement. Alors, sauvons le vol. Le téléphone portable de la belle Yvonne sonne et cette merde veut savoir si la guilde a autorisé quelqu'un à y entrer sans s'inscrire. Et cette merde demande une confirmation personnelle. Pendant que notre protagoniste est à l'arrêt de bus, il réfléchit au numéro de bus qu'il doit prendre pour rentrer chez lui. Yvonne pense aussi à lui en disant « Qui serait le rat qui aurait eu le courage d'envahir le donjon de sa guilde ?» La scène change et on voit le protagoniste arriver en bus là où se trouverait son domicile. Toujours vêtu de ses bottes de femme fantaisie, il se dirige vers l'endroit où se trouvait sa maison. Dans ce chemin, il se demande si ce sont des donjons ou si ce sont des monstres. Ce n'est pas le monde qu'il connaissait il y a 5 ans. Qu'est-il arrivé au monde au cours des 5 dernières années quand je n'étais pas là? Et ainsi, le protagoniste se dirige vers sa maison et espère que rien de mal n'est arrivé à sa famille. Lorsqu'il arrive devant sa maison, il a un grand choc car il sait que l'endroit ne lui a pas manqué. Mais où est ta maison? Il se tient, désespéré, devant un immense bâtiment. En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Et il est surpris car ils ont construit en 5 ans un très grand bâtiment à l'emplacement où se trouvait sa maison. Et il se demande si sa famille est ailleurs ou si elle vit là-bas. Le nom d'une entreprise est écrit sur cette façade. Il s'agit donc bien d'un immeuble de bureau. L'après-midi tombait déjà et il était trop fatigué pour pouvoir retrouver sa famille ce jour-là. Soudain, son estomac grogne et il se rend compte qu'il a marché toute la journée et qu'il n'a rien mangé. Alors, il est allé dans un fast-food, Nice to Go, et a mangé ses ramen. Tu as envie de manger des ramen chauds maintenant, hein? Et il dévora ce ramen avec enthousiasme, car cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas mangé de ramen ou quoi que ce soit qui lui rappelait la terre. Après avoir mangé des ramen et bu un Coca-Cola, alors oui, il est sûr d'être revenu sur Terre. Le protagoniste se rend compte qu'il n'a presque plus d'argent et dit qu'il ne veut pas aller au sauna et qu'il n'a même pas assez d'argent pour un motel. Il regarde la monnaie pour la nourriture et voit qu'il devra camper dans le métro. Mais soudain, il se souvient qu'il ne pourra même plus camper dans le métro, car toutes les stations de métro sont devenues un donjon. Soudain, le pouvoir du protagoniste agit à nouveau. Pendant ce temps, le protagoniste se lamente, disant qu'il n'a même pas d'argent pour acheter le dîner et qu'il n'en a que pour une tasse de ramen. La scène change pour Jaimin et il continue de penser au protagoniste demandant de l'argent et pense qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet étranger. Après cela, Jaimin entre dans une cafétéria qui, par hasard ou par force de protagoniste, est la même que celle où se trouve le protagoniste. Jaimin, lorsqu'il réalise que ce fou est là, est choqué. Et le protagoniste se rend compte que c'est son jour de chance puisque sa banque itinérante vient d'arriver. Jaimin, tout tremblant, pense qu'il a dû faire quelque chose de mal pour rencontrer cet inconnu 2 fois dans la même journée. Ensuite, Jaimin tourne le dos pour partir. Le protagoniste se lève rapidement et tient Jaimin par derrière et dit que Jaimin est arrivé au moment idéal, car il était sur le point de l'appeler, car il sait que son ami Jaimin ne le laisserait jamais tomber. Et Jaimin, qui n'est pas du tout proche de lui demande ce qu'il attend de lui. Le protagoniste demande « Vos parents sont-ils à la maison ?» Et Jaimin demande pourquoi il veut savoir ça. Le protagoniste dit qu'il doit dire aux parents de Jaimin que leur fils a été battu par 4 personnes. Jaimin dit que ses parents sont morts. Le protagoniste, entendant cela, dit « Ah, c'est bien !» Il n'a même pas fini de dire à quel point c'est une bonne chose, et il regarde de côté, se tenant la tête avec une expression triste, et dit « Comme c'est triste !» Le protagoniste, regardant Jaimin, demande s'il vit seul. Alors sans vouloir connaître la réponse, il dit « Allons-y !» Et Jaimin, sans comprendre, demande « Où aller ?» Le protagoniste, très déguisé, dit « Chez lui, bien sûr !» Le protagoniste dit qu'il ne restera pas dans la maison gratuitement et donne les 3 dernières pièces à Jaimin. Jaimin le regarde avec incrédulité, sans y croire, et dit au protagoniste « Attendez une minute, n'est-ce pas l'argent que vous avez pris ?» Jaimin n'avait même pas fini de dire « Je t'ai eu » lorsqu'un point passe à ses côtés à grande vitesse et il se retrouve sous le choc, statique, arrêté. Bien sûr, c'était le protagoniste, et il dit avoir vu une mouche, et montre la mouche qu'il a attrapée sur le côté de la tête de Jaimin. Jaimin, sous la pression du protagoniste, ne voit pas d'autre issue et l'emmène chez lui. La scène passe au lendemain, à l'école où le protagoniste a étudié, et on voit la scène de lui parlant à son ancien professeur. Le professeur, regardant le protagoniste, est très surpris qu'il soit vivant, alors que tout le monde pensait qu'il était mort. Le protagoniste, le sourire aux lèvres, dit « Cela fait longtemps, professeur ?» Le professeur va droit au but et demande où et comment il a survécu pendant tout ce temps. Le professeur raconte que lorsqu'il a disparu, tout le monde pensait qu'il était mort. Et le protagoniste dit que, techniquement, il est mort et est revenu à la vie. Le protagoniste dit au professeur qu'il doit régler certaines choses, alors il demande s'il peut jeter un œil au dossier des élèves. La scène passe à la salle 3 au 2e étage, ou à la salle 2 au 3e étage, où l'on voit Jaimin, punching ball, parler à une belle fille, et Richard, qui étudie apparemment dans la même classe que lui, est juste derrière lui, l'air en colère. Celui qui frappe oublie, et celui qui est touché n'oublie pas. Richard, jusqu'à présent,
n'a pas oublié l'égratignure qu'il a reçue, l'empreinte digitale suprême, Richard arrive dans l'ignorance totale et demande à la belle-fille qui parlait à Jaémin de sortir de là, car il a besoin de lui parler. En faisant un câlin affectueux à Jaémin, Richard traite Jaémin de petite merde et dit qu'il a eu beaucoup de chance hier parce que cette personne folle au hasard est sortie de nulle part et lui a sauvé la mise et dit qu'ils vont terminer cette conversation d'hier. Et Jaémin, comme tout punching ball idiote, veut être battu tranquillement, sans rien dire à personne, et dites-lui de ne pas faire d'histoire dans la pièce, qu'il rencontrera Richard. En même temps, Richard s'énerve et dit « Comment ça? Ne fais pas d'histoire ». Tout le monde dans la pièce commence à entendre Richard crier après Jaémin. Jaémin, qui a déjà perdu tout courage pour se battre, a été attrapé par les cheveux par Richard, qui dit qu'il ne se rend toujours pas compte de la situation dans laquelle il se trouve, et que, cette fois, il va se casser quelques côtes. Quand, tout à coup, quelqu'un arrive à la porte et lui dit d'arrêter tout de suite. Le protagoniste dit qu'il est arrivé au bon moment. Richard est très en colère et plein de courage. Vous avez remarqué que Richard ne sait pas quel camion l'a percuté. Le protagoniste dit à tous les intimidateurs de le suivre. L'intimidateur est revenu parce qu'il vient de se faire gifler et il ne sait même pas ce qui s'est passé après ça. Maintenant, si le protagoniste l'avait détruit ainsi que sa volonté de se battre, alors il ne reviendrait jamais. La scène change sur la terrasse de l'école et il y a plusieurs figurants qui regardent, bien qu'il y en ait deux qui ne peuvent pas regarder, car ils n'ont pas d'yeux. Ils se demandent pourquoi un inconnu solitaire s'est battu avec le gang de Richard, et Jaémin se demande ce que cette personne fait ici à l'école. Pendant ce temps, nous voyons la scène hilarante du protagoniste esquivant les coups de Richard. Et Richard, qui n'a pas encore repris ses esprits, traite le protagoniste de rate et lui dit d'arrêter d'esquiver son coup de poing. Et le protagoniste continue de penser que ce soit sur Alphen ou sur Terre, il existera toujours des gens comme Richard, des gens qui deviennent arrogants à cause de leur influence ou de leur pouvoir. Et Richard donne tout, essayant de frapper le protagoniste, qui ne transpire même pas. Le protagoniste sait que Richard agit comme s'il s'agissait d'un combat, sans vraiment connaître sa propre place. Et cela rappelle au protagoniste un inconnu nommé Cassis, qui faisait partie de l'Union Alphen. C'était ce type masqué, blond, elfe, et avec des ongles qui ne coupent jamais. Quelle beauté c'était, hein! Regardez ce clou. Vous savez pourquoi il ne montre pas son autre main, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est cassé un ongle, il a donc dû couper les autres ongles de cette main. Cassie m'a surnommé le nécromancien du massacre, car j'étais un faucheur d'âme immoral. Mais Cassie a commis une erreur, il a convoité le territoire du protagoniste, et il a tout fait pour unir l'Union contre le protagoniste. Revenant du déjà-vu, ou du déjà-vu, nous voyons Richard tout en sueur, et incapable de donner un seul coup de poing au protagoniste. Et ce protagoniste est comme « je l'aime », car il n'a pas peur et ne pardonne pas ses ennemis. Je ne vous proposerai jamais une œuvre dans laquelle le protagoniste est craintif. Richard crie à sa bande « Hé, les gars, combien de temps allez-vous rester là? Viens attaquer ce salaud !» Et le protagoniste dit qu'il n'y a qu'une seule façon de traiter avec des gens comme ça. Pendant ce temps, tous les quatre avancent vers le protagoniste, et comment va le protagoniste? Sourire sur votre visage et porter des sandales qui gênent le combat. Oh, je suis abonné, un conseil pour toi. Si jamais tu te bats, ne porte pas de sandales comme ça, d'accord? Restez pieds nus, sinon vous perdrez. Ainsi, le protagoniste qui est presque Sun Tzu explique que vous devez rendre ce que les gens vous ont fait 10 fois pire. Et avec une force écrasante. Rien de moins. Ensuite, c'est l'heure des gifles, et le protagoniste commence à distribuer beaucoup de gifles. Richard est le premier à recevoir son cadeau, et avec intérêt. Le protagoniste ne les frappe tout simplement pas parce qu'il est très fort. S'il les frappe, ils mourront certainement. Alors, c'est une gifle humiliée, et nous voyons que l'intimidateur de Richard reste là, tremblant. Le protagoniste a dit à Richard de venir se battre et de ne pas rester là. Tu ne voulais pas que je réagisse? Richard s'énerve et prépare un gros coup de poing. Donc à partir de ce moment-là, c'était plus que des coups. Quelque temps plus tard, tout le monde est déprimé et gémit. Et le protagoniste les traite de déchets. Les humilier encore plus. Le protagoniste dit qu'ils sont faibles, qu'ils ne savent faire beaucoup de bruit, que lorsqu'on les bat. Par conséquent, le protagoniste leur dit de gémir doucement. Soudain, le sens de l'araignée du protagoniste commence à vibrer, ou c'est un pur scénario. Un taxi s'arrête devant l'école, et il est très surpris de voir qu'il descend du taxi, et on nous montre une dame d'un certain âge qui, très pressée, se dirige vers l'école. Et le protagoniste la reconnaît bientôt et appelle sa mère. C'est la scène la plus touchante que l'on puisse voir dans un manoir. Une mère qui pensait que son fils était mort le retrouve vivant après de nombreuses années. La mère du protagoniste fond en larmes, et il est également très ému, mais il ne verse aucune larme. Je pense que tu auras besoin d'un psychologue. Selon les mots de sa mère, peu de temps après sa disparition il y a 5 ans, des épidémies de donjons ont eu lieu dans le monde entier.
dans lesquels toutes les stations de métro sont devenues des donjons en même temps. Et elle l'informe que son père est décédé après avoir été pris au milieu de l'épidémie du donjon. Son père rentrait du travail et a été tué par un monstre. Par conséquent, sa mère a dû vivre seule tout en prenant soin de soi. Soi est la petite sœur du protagoniste. Et sa mère poursuit son explication en disant que leur famille n'avait pas beaucoup d'argent et que, après que sa sœur cadette soit tombée malade, les finances qu'ils avaient en réserve se sont rapidement épuisées. Elle a donc dû vendre la maison et louer ce petit appartement pour pouvoir payer les soins de sa sœur. Mais, grâce à Dieu, maintenant votre sœur va très bien. Elle est guérie. Après le jour où les donjons ont éclaté, chaque jour n'était que douleur et souffrance. Après cela, la mère du protagoniste dit qu'elle va à la garderie chercher sa sœur cadette et lui dit de n'aller nulle part. Si c'était mon fils, je l'emmènerais à la garderie. Je veux même pas savoir. 5 ans sans le voir, je l'emmènerai. Et le protagoniste continue d'observer où habite sa mère. Et on nous montre le petit appartement où vit sa mère avec sa petite sœur. C'est juste ça là, bas, et la salle de bain. Le protagoniste pense qu'il peut ressentir, rien qu'en regardant, la difficulté qu'éprouve sa mère à être seule responsable d'une famille. Cette pièce était en fait trop petite pour que toute la famille puisse y dormir. Et le protagoniste regarde des boîtes fermées sur le mur, et il y avait beaucoup de boîtes, et elles occupaient tout un mur. Lorsqu'il l'ouvre pour voir ce que c'est, il y a beaucoup de choses sur lui et son défunt père.